Tout le monde dit bonsoir à Docteur Ingrid Blanchard. Salut Yasnemar. Alors, du coup, donc je vous présente Docteur Ingrid Blanchard, voilà, chargée de recherche au CNRS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est du gros lourd. Voilà. Donc ils te disent tous bonsoir. Tu le vois pas parce que Bonsoir. voilà. C'est ok. Ok, on va commencer. Est-ce que... Alors attends, parce que moi j'ai préparé des questions là. Hop, je vais me les mettre là. Avant que tu commences, tu vas te présenter un petit peu. Donc du coup, voilà, explique-nous, parle-nous de toi, ta vie, ton œuvre. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi? Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Ingrid Blanchard. Je travaille maintenant au CNRS depuis pas très longtemps. J'ai été recrutée là au 1er octobre, donc c'est tout récent. J'ai 34 ans et je viens de région parisienne, originellement, de banlieue. Et puis, du coup, j'ai fait toute ma scolarité dans ma ville de naissance, Noisy-le-Sec. Et ensuite, je suis partie à la fac pour mes études supérieures à Paris 7. Donc, c'est l'université d'Hydro qui se situe dans le 13e arrondissement à Paris. J'ai fait une licence de sciences de la Terre, de l'environnement et des planètes. Et donc ça, c'était une licence assez généraliste, voilà, où on a fait pas mal de physique, de chimie et donc de sciences de la Terre. Des trucs bien, quoi? Et ouais, moi j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et puis en plus, enfin moi, ça m'a permis de découvrir vraiment l'aspect planétologie, qu'est-ce qui se passe dans le système solaire, qu'est-ce qui se passe dans les planètes, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéressait déjà à la base, mais voilà, j'étais bien heureuse dans dans cette licence, on va dire. Et puis, du coup, j'ai profité aussi d'être à la fac pour partir une année en échange quand j'étais en troisième année, en L3. Avec des échanges interuniversitaires qui m'ont fait partir au Canada, du coup, pendant une année, j'étais à Montréal. Tu vas nous Euh, faire l'accent donc, quand euh, même. ben ouais, là, bien sûr. Mais du coup, voilà, ça fait partie des trucs cool de la fac, c'est que voilà, ça peut permettre de partir à l'étranger, en l'occurrence au Canada, donc c'était bien. Puis je suis rentrée en France pour le master, où j'ai fait un master de géochimie dans un institut qui s'appelle l'Institut de physique du globe de Paris, qui est dans le 5e arrondissement, donc au centre de la ville, vraiment. Et, euh, et après, à la fin de mon master, donc j'ai fait des stages pendant mon master, un en cosmochimie au Muséum national d'histoire naturelle. Et ensuite, je suis restée à l'IPGP, à l'Institut de physique du globe de Paris, où j'ai fait un master 2, un stage de plusieurs mois, je crois que c'est 5 6 mois en master 2. Et ensuite, j'ai commencé une thèse, donc dans ce même institut, une thèse qui a duré 3 ans et demi, où j'ai travaillé donc sur la formation de la Terre. Mais j'imagine qu'on va en reparler plus tard. Ouais, Donc, j'espère, t'es là pour ça, hein. donc voilà, c'est ça. Ok, alors quelques autres petites questions et après tu nous éblouis de ta science. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la recherche? C'est un rêve de tout petit, t'as vu de la lumière et du coup t'es rentré, c'est... Ouais, c'est plutôt ça. Franchement, moi, enfin, je connaissais pas du tout le milieu de la recherche. Enfin, j'ai pas du tout grandi dans une famille de chercheurs ou quoi que ce soit, donc je savais pas que ça existait. Enfin, c'est pas du tout un truc auquel j'avais réfléchi, clairement. Et en fait, c'est plutôt au contact de la fac, des chercheurs, justement, des stages en laboratoire que j'ai fait, que je me suis dit, ah ouais, ok, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui peut en fait devenir un métier, quoi. Mais c'est pas du tout un rêve de gamine et en plus, c'est un chemin qui est pas une ligne droite dans le sens où après la thèse, il faut partir à l'étranger, etc. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Ça roule, ça roule. Bah du coup, est-ce que tu veux, vas-y, nous présenter ta science, voilà, Ah ouais? tout ce sur quoi tu as travaillé. Je te laisse libre. Et puis moi, je lirai les questions du chat, tout ça. Hop, Ok. voilà, parfait. Super. Eh bien, on t'écoute. Vas-y. Ok, alors là, vous devriez voir mon écran, Yes, si on tout a se tout. passe bien. C'est parfait. Ok. Euh, là, j'ai préparé quelques diapos pour essayer de vous, voilà, de vous expliquer
ce que je fais. Bien sûr, si vous avez des questions, au fur et à mesure, faut pas hésiter à les poser. Et moi, j'essaierai d'y répondre aussi bien que je peux. Mais voilà, il n'y a aucun problème à m'interrompre virtuellement, c'est pas un souci. Du coup, je vais juste aussi mettre ça comme ça. Donc moi, mon objet d'étude, ce qui m'intéresse, c'est la Terre. Donc là, sur cette image, on voit la Terre comme si on pouvait l'ouvrir et voir ce qu'il y a sous nos pieds, en fait. C'est quelque chose qui est assez inaccessible en temps normal. Mais là, on peut voir en fait l'entièreté de la planète en termes de couches qui sont empilées, un peu comme des poupées russes, là, on voit. Et donc, si on prend depuis la surface, donc là où on connaît bien, on habite sur la surface de la planète, et on voit qu'il y a différentes enveloppes en fait qui vont s'encastrer les unes dans les autres. On va d'abord avoir ce qu'on appelle là le manteau supérieur, ensuite le manteau inférieur, et au centre, c'est ce qui est représenté un petit peu de cette couleur très orangée là, c'est le noyau qui est divisé en une partie liquide, le noyau externe, et le noyau interne, la graine, qui est essentiellement du fer métallique solide. Et donc, pour vous redonner une idée des ordres de grandeur, là, on parle d'une sphère qui a plus de 6000 km de rayon, hein. Donc, c'est vraiment très, très grand. Et nous, les humains, on a réussi à creuser un petit peu dans la Terre pour chercher les cailloux, mais on n'a pas creusé plus que 12 kilomètres. Donc 12 kilomètres par rapport aux 6500 en gros, kilomètres de rayon de la Terre, on se rend compte que c'est vraiment tout petit. Et donc, si on veut en fait accéder à ce qui se passe sous nos pieds, il va falloir utiliser des méthodes indirectes parce que on va pas pouvoir creuser pour aller chercher des roches et savoir ce qu'il y a dedans. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, en fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait un peu cette géométrie-là, si on veut, c'est-à-dire d'une terre en poupée russe, là, avec différentes enveloppes qui sont très, très différentes. Et pour comprendre, en fait, ce qui s'est passé et ce qui a mené à cette stratification à l'intérieur du globe, il faut remonter vraiment très, très longtemps dans le temps, au moment où la Terre, elle s'est formée vraiment. Et donc, on est vraiment au tout début dans le système solaire qui est en train de se former. Donc, on est à 4,5 milliards d'années. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais là, d'abord, je vous donne quelques idées des ordres de grandeur à nouveau. Là c'est encore une image de la Terre, mais comme si on pouvait enlever un quartier et puis regarder vraiment ce qu'il y a dedans à nouveau. Et donc, je vous ai parlé des différentes enveloppes là. Et là, j'ai rajouté les pressions et les températures. À la surface, il n'y a pas de pression, juste la pression atmosphérique et une température qui est tout à fait clémente. Nous, on peut y vivre. On parle en Kelvin ici, mais c'est l'équivalent de 25 degrés. C'est pas grand-chose, ou 15 degrés d'ailleurs. Non, 25. Et, et Non, non, ensuite, donc, c'est une vraie scientifique, hein. c'est pas pour rien. Et ensuite, si on s'enfonce dans la Terre, on voit que donc on arrive à cette première limite là entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, et on est déjà à des températures de 1900 Kelvin, c'est quasiment la même chose en degrés Celsius, et 23 gigapascales. Donc, on a 10 puissance 5 pascal à la surface de la Terre, et là, on est déjà à 23 gigapascales. Et plus on va vers le centre, plus la pression et la température augmentent, en Je fait. pense qu'il faut que tu fasses les maths pour eux. Ça fait combien de fois l'atmosphère 23 gigapascal? Pour vous donner une idée, là, au centre de la Terre, on est à 365 gigapascales. C'est l'équivalent, là je l'ai mis, de 3,5 millions de fois l'atmosphère terrestre. Ok, ça veut dire que, je vous laisse faire un petit peu les maths, non, peut-être pas, mais là, 23 gigapascales, on est à une fraction de million d'atmosphère. Donc c'est quand même pas mal. Mais donc plus on va aller vers le centre de la Terre, plus il va y avoir on a des choses au-dessus, quoi. Et donc la pression, elle augmente. Et au centre de notre planète, on est vraiment dans des conditions qui sont infernales, puisqu'on a des pressions donc, qui sont l'équivalent de millions de fois l'atmosphère terrestre et des températures qui vont être de l'ordre de 6000 Kelvin. Et 6000 Kelvin, alors ça n'évoque rien, évidemment, mais pour vous dire que c'est très chaud, c'est l'équivalent de la surface du Soleil. Donc on est vraiment dans des températures qui sont monstrueuses. Et donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, on a des grands kilométrages, des grandes distances et aussi des conditions de pression-température qui sont
impalpable. On a du mal à s'imaginer ça, et c'est bien normal. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, bah, voilà, comment ça se fait qu'on a un noyau qui est composé de fer, en gros, et au-dessus, un manteau qui a une composition extrêmement différente, puisque c'est lui qui va générer, si on simplifie, les roches qu'on a en surface. Et les roches qu'on a en surface, elles ne sont pas principalement ferreuses. Du coup, pour comprendre comment s'est formée la Terre, il faut remonter dans le temps et remonter au moment où le système solaire s'est formé, s'est accrété. Et donc, on est il y a 4,567, c'est un chiffre qui est facile à retenir, 4,567 milliards d'années par rapport à aujourd'hui. Donc, on est très longtemps dans le temps. Juste pour vous redonner un ordre de grandeur, le Big Bang, en gros, c'est 14 milliards d'années. Donc, c'est encore plus vieux. On n'est que, entre guillemets, à 4,5 milliards d'années par rapport à aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout le Big Bang, c'est pas les mêmes, c'est en gros les mêmes échelles de temps, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'ailleurs, au même moment, en ce moment même où on parle, il y a d'autres systèmes solaires, évidemment, qui sont en train de se former et qui étaient déjà formés à cette époque, certainement. Et donc, en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il va y avoir ce qu'on voyait un petit peu là, c'est un espèce de nuage de gaz qui est hyper chaud, parce qu'on a ce soleil au centre qui radie. Au fur et à mesure que la température va baisser dans ce gros disque de poussière, ben, les premiers minéraux vont se former et vont s'agglomérer les uns aux autres pour former des corps qui vont être de plus en plus gros. Et en fait, on les connaît bien, ces corps-là, parce que bah, c'est des météorites. Et les météorites, c'est des vestiges, en fait, du système solaire lorsqu'il s'est formé. Il en existe plein de différentes. Là, il y en a quelques-unes qui sont représentées là, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Enfin, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais vous voyez, elles ont des têtes assez variées. D'ailleurs, je l'ai pris cette image sur Meteorites for Sale. Donc, on voit que c'est aussi un commerce lucratif. Ça peut coûter très cher, une météorite. Mais donc, ça, c'est vraiment les briques élémentaires en fait, qu'ont permis d'accréter les planètes du système solaire. Et donc, il y en a certaines, quand on a de la chance, qui tombent encore de nos jours sur Terre et qui vont nous permettre d'étudier un peu ce qui s'est passé au tout début. Donc, ça, c'est nos témoins physiques de ce qui s'est passé lorsque les planètes se sont formées dans le disque protoplanétaire, donc il y a 4,5 milliards d'années. Donc, comme je disais, ouais, il y en a qui sont, enfin, elles sont toutes très différentes. Et une qui est très belle, par exemple, c'est celle qui est au centre ici, qui s'appelle une palasite. Fabien connaît bien. Et ouais, Euh, j'en ai une. et voilà. Ah, Et donc, une palasite, c'est un mélange d'olivine. Donc, l'olivine, c'est ce minéral-là qui est vert comme une olive et qui est dans une espèce de matrice qui est du fer avec donc essentiellement du fer métallique et de l'olivine. Donc voilà, c'est une très belle météorite qui a en plus une histoire très particulière euh, en plus. Et donc là, je vous ai mis une photo là, d'une météorite qui a été coupée en deux parce qu'à l'intérieur, il y a ces espèces d'inclusions là qui sont un peu laiteuses comme ça. Et ça, c'est les premiers minéraux qui se sont formés, qui se sont condensés dans le disque protoplanétaire. Et en fait, c'est grâce à ces petits machins là, qui sont pas gros, hein, vous voyez, ça c'est des centimètres, donc ça fait 4 centimètres, peut-être même pas. Ben, c'est grâce à ça que les chercheurs ont pu dater l'âge du système solaire. Parce qu'à l'intérieur, ben, il y a des systèmes d'horloge, si on peut dire, qui sont enregistrés et qui permettent de dater le système solaire, donc à 4,5 milliards d'années. C'est des inclusions qui sont riches en calcium et en aluminium, en fait. Et vous voyez que sinon, il y a toute une diversité de petites sphères, en l'occurrence, qui sont éparpillées partout dans la météorite. donc ça, c'est presque une mini-planète, quoi. Ben, disons que ça, C'est le ouais, début. c'est le début. Il y a tous les ingrédients nécessaires. Mais par exemple, par rapport à la Terre, ben, c'est pas pareil parce que là, il n'y a pas un noyau, il n'y a pas un manteau. Tout est mélangé ensemble. Mais si on faisait tout fondre et à nouveau, ben, peut-être qu'on arriverait à faire une mini-planète. Du coup, le temps passe dans notre système solaire qui est en train de se former et au fur et à mesure, donc au début, on a les météorites qui sont des corps plus ou moins petits.
Mais bon, les planètes, c'est quand même une autre échelle. Là, on ne parle pas de centimètres, on parle de corps qui sont beaucoup plus gros. Et donc, au fur et à mesure du temps, on va avoir l'agglomération de ces météorites. Donc, ça, c'est des choses qui sont très étudiées parce qu'on ne sait pas vraiment précisément la physique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, on va avoir l'agglomération de ces petits corps pour former des corps de plus en plus gros au fur et à mesure que le temps passe, via des collisions. Donc on est dans des conditions où voilà, la température elle est extrême, hein. On va avoir des chocs qui font fondre les corps en formation. On a des éléments qu'on appelle des éléments radioactifs qui vont produire énormément de chaleur et qui vont participer à faire fondre en fait les corps qui sont en train de se former. Et donc nous, sur notre petite Terre qui est en train de se former, il y fait tellement chaud qu'on a la présence d'un océan de magma qui va couvrir toute la planète. Donc on est vraiment très très loin de la planète telle qu'on la connaît actuellement. On a cette énorme boule de magma qui est en rotation autour du Soleil. Donc ça c'est une vision d'artiste, hein, bien sûr. Évidemment, il n'y a personne pour prendre une photo à l'époque. Et où, voilà, où ça rend un peu cette idée d'une Terre qui est fondue en grande majorité, hein, avec cet océan comme ça, magmatique, hein. C'est pas de l'eau, hein, c'est de l'océan de magma, donc c'est comme si on avait un énorme volcan, mais c'est inimaginable, qui couvre toute la planète. Et non seulement il couvre toute la planète en surface, mais en plus il s'étend en profondeur. C'est-à-dire qu'on a vraiment une boule de magma qui va faire environ 1000-1500 km de profondeur. Donc depuis la surface jusqu'à plus de 1500 km, on a ce magma, donc ces conditions qui vont être de haute température, mais aussi de haute pression, puisqu'on va vers l'intérieur de la Terre. Et donc si on simplifie un peu cette vision-là, on prend une part de pizza de la Terre depuis la surface vers la profondeur, pour avoir une coupe un peu schématique, quoi. Et donc là, on a cet océan de magma donc, qui va être turbulent. Il faut imaginer qu'il y a des mouvements convectifs, hein, c'est pas du tout calme. Donc tout se passe là-dedans pour faire cet univers complètement dantesque. Et à l'intérieur de cet océan de magma, il va y avoir la séparation d'éléments chimiques en fonction de leur affinité chimique. Et ce qui va se passer, c'est que les gouttelettes de fer, elles vont se séparer du reste de l'océan de magma pour des questions d'affinité chimique. Et comme elles sont aussi plus denses, elles vont en fait sombrer à la base de cet océan magmatique et enfin traverser ce qui commence à se solidifier dans notre planète et s'accumuler au centre de notre planète pour faire le noyau. Et donc, c'est vraiment à cause, ou grâce plutôt, à cette époque, cet épisode de la vie de notre planète, qu'on a aujourd'hui cette structure stratifiée. C'est-à-dire qu'on a eu cet océan de magma qui a permis la séparation des éléments chimiques en fonction de leur affinité. Et les éléments qui aiment bien le faire sont partis avec lui et ont été piégés au centre de la planète, dans le noyau de la Terre. Donc, c'est pour ça que de nos jours, on a ce noyau riche en fer, au-dessus duquel on a le manteau de la Terre qui a une composition silicatée, on dit, donc qui est composée de roches silicatées. Donc voilà pour cette époque. Et donc, je ne sais plus ce que j'ai mis après. Ah oui. Avant donc moi, ce qui m'intéresse, donc ça c'est bien joli tout ça, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des expériences au laboratoire et pour recréer en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, donc cet épisode où, comme j'ai dit, on a des conditions de pression immenses et des conditions de température gigantesques aussi. Et parce que moi j'ai vendu que tu faisais des planètes, hein. J'y arrive. Et en fait, pour faire ça au laboratoire, il n'y a pas 50 000 méthodes, il y en a juste une qui permet de faire ce qu'on appelle de la compression statique. Donc, c'est-à-dire on ne fait pas des chocs, on ne fait pas des choses comme ça, on comprime et on chauffe euh, du matériel. Et pour ça, on utilise cet instrument qui s'appelle la cellule à enclume de diamant. Donc, une cellule à enclume de diamant, c'est tout petit, mais pourtant, c'est vraiment très costaud. Ça tient dans la paume de la main, hein. Là, j'ai mis une échelle pour vous donner une idée, 5 centimètres. Là, c'est un schéma global, donc vous voyez, ça vraiment, c'est pas lourd du tout. Ça tient dans la paume de la main. Et à l'intérieur de cette cellule, comme son nom l'indique, hein, il va y avoir des diamants. Et en fait, on utilise les diamants parce que c'est très
c'est très résistant. Le diamant, c'est le matériel le plus dur qui existe sur Terre. Il y a rien qui surpasse le diamant. Et en plus, c'est transparent. Et comme c'est transparent, ça va permettre en fait de faire passer un chauffage laser qui va nous permettre donc de chauffer. Donc on a le diamant qui va être, donc là par exemple, on a un diamant ici et un autre ici, qui sont eux très forts et donc on va pouvoir les rapprocher l'un de l'autre énormément, énormément pour générer des pressions qui sont gigantesques. Et en plus, on va pouvoir faire passer un faisceau laser à travers qui va être focalisé en fait à l'endroit où les deux diamants se touchent, enfin se touchent presque, afin de générer non seulement des hautes pressions, mais aussi des hautes températures. Donc, j'ai dit que la cellule, elle tient dans la paume de la main. Donc, le problème, c'est très pratique, mais par contre, ça veut dire que tout est extrêmement petit. Donc là, c'est un des diamants que j'ai pu utiliser à un moment. Et donc, là où l'expérience va se passer, c'est au sommet, là, ça te fait la taille du curseur laser, c'est vraiment minuscule. Ça fait de l'ordre de quelques centaines de microns. Donc, quelques centaines de microns, c'est vraiment une fraction de centimètre. Vous voyez, là, il y a une barre qui indique l'échelle de 1 centimètre. Donc, c'est vraiment, vraiment petit. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir faire une expérience, préparer une expérience, eh ben, il va falloir travailler sous microscope pour voir ce qu'on fait, parce qu'à l'œil nu, on n'est vraiment pas capable de le faire. Ah, juste un petit truc, je sais pas si tu sais, parce que moi je suis tombé là-dessus il y a longtemps. Tu sais, les premiers diamants pour les cellules à enclume de diamant, d'où ils sortaient? Bah, c'est une sorte de la Seconde Guerre mondiale, non? Ah, c'est pas ça que Ou, j'avais entendu. Ah non, c'est pas ça? C'était C'est qu'ils quoi étaient, comme... ils étaient pris à des malfrats, en gros, qui faisaient du trafic, et du coup, ils étaient dans des sous-scellés, je sais pas, dans un commissariat ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Et du coup, ils disaient, bon bah, comme ça coûtait méga cher et que c'était expérimental, ils savaient pas si ça allait marcher et tout, et ils en pétaient, hein. Parce que si t'es pas Bah bien oui. aligné, voilà. Ah ouais. Et donc du coup, ils ont, s'il n'y avait pas eu ces truands-là qui avaient, où ils avaient pu récupérer des diamants comme ça, et eu l'idée d'aller les récupérer là, bah peut-être ils se sont dit, bah peut-être ça n'existerait pas comme technique à cause de Ouais, ça. ouais. Ah Voilà, ouais, ouais, non, mais c'est clair. Ouais. Mais j'avais entendu dire aussi que c'était... alors, dans l'histoire, alors, c'était ok, les Américains, évidemment, oui, forcément. qui voilà, étaient tombés sur plein de diamants. Ils ne savaient pas quoi en faire, vraisemblablement. C'était avant que Breakfast at Tiffany's rende aussi le diamant sexy pour tout Oui. ce qui est mariage et tout ça. C'est une invention commerciale, hein, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, à l'époque, bah, les diamants, ils les filaient aux scientifiques, ce qui n'arrive plus trop maintenant. Et donc, voilà, c'est comme ça que les gens se sont rendus compte à quel point ça pouvait servir effectivement pour compresser et atteindre des très hautes pressions. C'est vraiment le seul moyen de faire ça, parce que sinon, en fait, vu que la pression, c'est lié à la surface du matériel considéré, on a deux possibilités. Soit on fait une surface très petite et comme ça on met une force qui ne va pas être trop trop grande, soit on a une surface qui est assez grande, mais alors il nous faut une presse qui est absolument gigantesque. Ça existe aussi, mais ça ne permet pas d'arriver à des pressions aussi grandes que ça. Mais si on utilise des expériences qui sont beaucoup plus grosses que celles-ci, bah dans ce cas-là, il faut des presses qui sont grandes comme un petit, pas un immeuble, mais enfin qui font l'équivalent de 2 étages et qui pèsent 5000 tonnes, quoi. Donc c'est moins transportable et ça va bien moins haut en pression et en température en plus. Ok, Mais ok. donc voilà. Et là, juste aussi, c'est des diamants qui sont des diamants naturels parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas encore faire des diamants aussi parfaits que la nature. Et donc, on en veut qu'il n'y ait pas d'inclusion, qu'il soit et en plus, ça coûte encore très très cher de faire des diamants. Donc, c'est pas encore rentable de passer par là. Ça va peut-être changer dans les années à venir, mais c'est pas encore le cas. Good to know. Du coup, voilà, j'ai parlé de la partie pression et il nous faut de la température. Alors là, je triche honteusement parce que c'est pas le vrai faisceau laser, parce que le vrai faisceau laser, en fait, il est dans l'infrarouge et l'infrarouge, bah, c'est pas visible. Désolé, il n'y a pas de photo du vrai faisceau laser, mais ça vous donne une idée parce que c'est tout à fait similaire. Ça, c'est un faisceau Raman, donc qui est vraiment vert, hein, ça fait vraiment cet éclat au laboratoire. Et c'est juste pour donner l'idée que voilà, là, c'est ce qu'on appelle une table optique. Donc ça, c'est des ingénieurs hein, qui vont designer ces chemins optiques-là pour faire passer le faisceau, donc vous voyez, à travers.
enfin, via des miroirs, via différents types d'optiques qui vont permettre de focaliser ou couper en deux le faisceau laser qui est généré initialement. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce faisceau-là, donc, enfin, pas celui-là, mais le faisceau laser qu'on utilise, il est ensuite focalisé, donc d'une part par le haut ici et puis par le bas là, sur cette petite zone où il va y avoir l'échantillon qui nous intéresse, pour faire donc à la fois très haute pression, merci les diamants, et très haute température via le laser. Donc voilà, ça c'est celle de l'IPGP. J'ai pas mis, mais c'est voilà, c'est donc là où Très haute moi je pression, suis. tu nous as pas donné de chiffre. C'est quoi les pressions que vous atteignez? Alors il n'y a pas vraiment de limite supérieure. Là, disons que c'est difficile de faire moins que 25 GPa. Donc 25 GPa, c'est on commence à rentrer dans la Terre, on est à environ, on va dire 600 km, en gros, entre 600 et 700 km. C'est difficile de faire moins parce qu'en fait, du moment où on ferme la cellule, ben, il y a déjà pas mal de pression qui est appliquée. Et après, il y a des gens, plutôt en tout ce qui est sciences des matériaux, qui vont essayer de générer des pressions absolument monstrueuses, qui sont bien supérieures à celles qui règnent à l'intérieur de la Terre, en utilisant, alors là, si je me remets sur mon schéma, donc ils ont leurs deux diamants comme ça, et puis ils rajoutent un petit diamant sur leur diamant, et alors là, et au milieu, ils mettent une poussière de je sais pas quoi, et pour compresser, et là, ils atteignent des valeurs qui sont de l'ordre du térapascal. Alors là, ça veut dire qu'on est vraiment, on est au-delà du centre de la Terre, ce qui n'a pas C'est beaucoup de sens. Terapascal, c'est quoi par rapport au Soleil? T'as une idée? C'est quoi Alors, on n'est quand même pas, On n'est pas sur la c'est pression du plutôt de Soleil? l'ordre des planètes géantes. Enfin, ça Ok. commence à être intéressant pour les Genre planètes géantes Jupiter. gazeuses. Voilà, exactement. D'ailleurs, les gens qui font ça, souvent, ils vont utiliser aussi, par exemple, de l'hydrogène ou de l'hélium, des machins comme ça. C'est ça qu'ils vont mettre à l'intérieur de leurs cellules. Et donc, ou d'autres choses, mais il faut que ça devienne des systèmes très très simples parce que c'est tellement petit qu'on peut pas s'amuser à faire une chimie compliquée quand on a une cavité expérimentale qui fait littéralement 1 micron, quoi. Enfin, ça devient complexe. Ouais, Voilà. je Mais en comprends. tout cas, c'est un vrai domaine de recherche et qui est hyper compétitif et qui intéresse aussi tout ce qui va être militaire et il y a tout cet aspect aussi de la métallisation de l'hydrogène, par exemple, qui est un peu à la mode aussi, parce que voilà, pour la transition Pour le énergétique, stocker, c'est ça? le stocker, essayer de le fabriquer, de prouver que ça existe et savoir si oui ou non on va pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours des humains normaux. Alors, a priori, pas tout de suite, hein, mais du coup, voilà, ça fait partie des choses qui sont très, très discutées et très débattues dans une communauté qui n'est pas la mienne, Oui, mais voilà, en sciences des matériaux, quoi. Mm. cool. Voilà. Mais pour moi, ça peut m'intéresser parce que du coup, voilà, ça a aussi des conséquences sur les planètes géantes qui sont essentiellement gazeuses ou sur des exoplanètes, par exemple, qui vont faire partie d'un autre système solaire et qui peuvent être constituées majoritairement d'hydrogène ou d'hélium. Parce que toi, ton travail, c'est focalisé sur la Terre ou planète tellurique plutôt. Ouais, 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 c'est complètement d'abord la Terre et parce que c'est quand même la planète qu'on connaît le mieux tout en la connaissant pas si bien que ça. Et donc, comme on a besoin quand même d'avoir un point de départ, on va dire, ben, on part déjà de ce qu'on connaît, mais voilà. Après, ce genre d'expérience, ça peut complètement être utilisé, par exemple, pour Vénus, qui a une taille très similaire à la Terre, et donc qui a des pressions enfin, à l'intérieur de cette planète qui sont très similaires à la Terre. Ok. Du coup, ça, c'était ma petite triche de laser. Euh, mais ok, du coup, on n'a pas de faire les manips. Ce qui est très bien, je dis, c'est minuscule, c'est tout petit. Du coup, on en fait quoi? Enfin, un des problèmes qui se pose après, c'est ok, il va falloir les récupérer, ces échantillons minuscules. Donc, en fait, il y a deux philosophies. Il y a des gens qui font des analyses, on dit in situ, c'est-à-dire au moment où ils sont à haute pression, haute température, ils font en plus passer des rayons X, par exemple, à l'intérieur pour un peu sonder leurs échantillons aux conditions de haute pression, haute température. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais faire mon expérience, haute pression, haute température, puis j'arrête tout, je réouvre mon système et je vais aller chercher mon échantillon. Et pour chercher l'échantillon, qui est, comme j'ai dit, vraiment petit, la seule technique qui marche bien, c'est cet outil-là, qui est en photo.
Ça s'appelle un outil à faisceau d'ion focalisé. Euh, et donc, le principe, je vais vous montrer une petite vidéo, c'est en fait d'aller abraser la matière. On va utiliser des ions qui sont des ions gallium. C'est un élément chimique, le gallium, qui vont être accélérés, qui vont être propulsés sur la surface, en fait. Et donc, le fait d'être propulsé, ça va excaver, en fait, du matériel et ça va faire partir le matériel qui ne nous intéresse pas pour aller creuser autour de la partie où ça a réagi à haute pression et haute température pour voir ce qui s'est passé, quoi. Donc, là, je vais vous mettre une petite vidéo, je vais essayer de la commenter en même temps, mais ça va relativement vite. Alors ça, c'est une vidéo qui n'est pas de mes échantillons, mais c'est juste pour vous montrer parce que je la trouve assez impressionnante. Ça, c'est des échantillons qui ont été récupérés, c'est de la poussière d'étoiles, littéralement, parce que c'était une mission spatiale qui a sorti des grands panneaux pleins d'aérogel et qui a collecté en fait des poussières du vent solaire. Et ensuite, ça a été rapatrié sur Terre. Et donc, ce petit impact-là qu'on voit, bah, c'est l'impact d'une poussière d'étoiles, quoi, vraiment, de notre Soleil. Et donc, vous regardez l'échelle, là, j'espère que c'est assez net, c'est Ouais, 10 on microns, voit. donc Oui, c'est vraiment tout petit. voilà. Alors, cette échelle, elle va évoluer au cours du temps, mais ça reste des dimensions qui sont absolument minuscules et donc qui va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, j'espère que ça va marcher. Et j'essaie de commenter en même temps. Alors, donc là, nous, ce qu'il nous faut comprendre que ce qui va intéresser là, les chercheurs, c'est d'extraire une petite lame à travers cet impact pour voir ce qui s'est passé. Alors, ok, donc là, on zoome. Ok, il y a plein d'autres impacts, mais c'est lui qu'on veut. Ok, donc on se met bien dessus, on va le protéger en mettant une couche de platine en l'occurrence. C'est hyper accéléré et là, paf, on fait sortir les ions gallium, ce qui permet voilà, d'enlever tout ce qui ne nous intéresse pas, de part et d'autre, et de séparer cette petite lamelle minuscule, hein, 10 microns, de, du reste de la matrice. On va apporter là un micro-manipulateur, ce qui va nous permettre de sortir cette petite lame. Donc on finit de découper tout ça. Et hop, on va enlever notre petite lamelle qu'on va aller coller sur une petite grille de microscopie. On va souder avec du platine à nouveau. On enlève le micro-manipulateur parce qu'on n'en a plus besoin. On polit, si on peut dire, avec les ions gallium à nouveau pour bien voir la surface qui nous intéresse. Et là, on a extrait la petite lame qui nous intéresse et on va pouvoir la sonder au plus petit possible. Donc voilà, effet spécial, quoi, on a traversé la lame et là, on voit que la lame qui a été extraite, elle fait, voilà, on va dire quoi, à peine 15 microns et elle est accrochée là sur le côté et donc on va pouvoir avoir accès à tout ce qui s'est passé au niveau de la zone d'impact. Alors, je ne sais pas exactement quelles informations ont été extraites dans ce cas particulier-là, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, cet outil. C'est vraiment pour sortir des petites lames de quelque chose qu'on ne pourrait pas voir autrement, quoi. Et Ok. C'est Stéphane qui a fait le film, là? Stéphane Borenstein? non, ça, C'est plus lui. ça vient de Lille et c'est euh, monsieur, alors je ne suis pas sûre du prénom, Troadec, qui travaille à l'UMET, donc D'accord. l'université à Lille. Et alors, c'est hyper accéléré, hein, parce Oui. qu'il faut savoir que, alors bon, ils ont des machines de compète, mais enfin, quand même, ça prend une journée, je pense, sans exagération. Tout ce petit truc-là, ça prend vachement de temps, en fait, hein. Je veux bien le croire. Non, c'est stylé. C'est stylé. Bon, dans le chat, personne réagit. Et les gars, là, oh. Petite réaction quand même, là. Putain, je te Et donc, jure. du coup, c'est ça, ça permet d'aller chercher des choses qui sont vraiment toutes petites, quoi. Et moi, dans mon cadre de ma petite formation planétaire, ben, voilà à quoi ressemblent mes lames. Donc là, moi j'aime bien dire que c'est des mini-planètes, parce que voilà, là, ce qu'on voit sur une échelle qui est vraiment toute petite, c'est une partie métallique qui est le noyau de notre planète, et autour, c'est l'équivalent chimique, si on veut, du manteau de notre Terre. Et donc, du coup, on a comme un instantané à une pression, une température donnée de ce qui s'est passé comme équilibre chimique entre une partie fondue riche en fer et une partie fondue qui est riche en matériaux du manteau, c'est-à-dire des silicates. Et Et moi, si je comprends bien, du coup, c'est une militaire, mais une militaire de...
Quand elle était plus jeune, quoi. Voilà, c'est une mini-Terre au moment où elle s'est formée, c'est-à-dire à cette époque-là, là, comme c'est en vue d'artiste en haut à gauche, cette époque où on a cet océan de magma. Donc c'est vraiment il y a 4,5 milliards d'années, quand notre Terre elle est en train de se former et qu'on a ce gros océan de magma qui couvre toute la surface jusqu'en profondeur. Donc effectivement, c'est pas du tout la Terre actuelle, parce que la Terre actuelle, elle n'a pas un manteau fondu, par exemple, vraiment pas. Mais c'est plutôt une Terre primitive, enfin plus que primitive, euh, qui est en formation euh, à cette époque, quoi. Et ce qu'on va pouvoir étudier, en fait, avec ce type d'expérience, ensuite, enfin, moi, ce que je fais, c'est d'essayer de savoir comment les éléments chimiques ils se répartissent entre le manteau et le noyau, parce que c'est vraiment à ce moment-là que les compositions chimiques de ces réservoirs, elles vont s'établir et ensuite elles bougeront plus euh, jusqu'à nos jours. Donc, c'est assez fondamental de contraindre cette époque-là, quoi. Voilà. Stylé. Et là, j'ai juste mis quelques photos parce que pour analyser chimiquement ces petits échantillons, il y a plusieurs techniques. Là, j'en ai mis trois. Donc, il y a un des outils qui s'appelle la microsonde, qui est un outil qui est assez répandu dans les laboratoires un peu partout. Ensuite, là, j'ai mis le NanoSims, qui est déjà beaucoup plus rare. Donc, ça, c'est une technique qui permet d'analyser des zones encore plus petites. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un peu des usines à gaz, hein, littéralement, où voilà, tout est hyper précieux, tout est hyper calibré. Alors autant la microsonde, c'est quelque chose qui est utilisable relativement facilement, autant le nanosims, si on n'est pas entraîné pendant des années, on ne sait pas du tout s'en servir. Et pour finir, là en bas, il y a le synchrotron. Donc, ça, celui-ci, c'est celui de Grenoble, donc, en France. Donc, il y a plusieurs synchrotrons en France. Et ça, c'est des grands anneaux à l'intérieur desquels on va pouvoir accélérer de la matière et ensuite générer des rayons X de très, très haute énergie. Donc, des rayons X comme quand on va faire des analyses médicales, sauf que eux, ils sont vraiment très, très énergétiques et ils vont permettre d'aller sonder la matière pour tirer différentes informations selon ce qui nous intéresse. Ok, stylé. Donc voilà, c'est des façons de faire. Euh, voilà. Et ensuite, si ça vous dit, je peux Mais vous vas-y, balance-nous, montrer balance-nous tout, fais-nous tout. Fais-nous tout. un exemple d'application pour que ça soit peut-être un petit peu plus concret. Alors là, jusque-là, je suis restée hyper générale, donc je vais essayer de rendre, enfin, voilà, de rester compréhensible, j'espère. Mais voilà, si c'est pas le cas, faut pas hésiter à m'interrompre encore une fois. Et donc là, je vais vous montrer euh, une des études que j'ai faites quand j'étais encore, enfin, après ma thèse, qui s'intéressait au champ magnétique de notre planète. Ça semble peut-être un petit peu bizarre, mais en fait, on peut avoir des renseignements aussi sur le champ magnétique grâce aux expériences que je fais. Alors, d'abord, un petit rappel. Le champ magnétique, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est pareil, une petite vision d'artiste. Donc là, c'est notre planète ici. Et comme vous voyez, il y a le soleil qui est à côté et qui nous bombarde. Alors ici, on dirait des petites flamèches, mais en vrai, c'est des particules hyper chargées. Et ce qu'on voit, c'est que la Terre, elle a comme un espèce de bouclier, ici, qui est en mauve, qui la protège de ces flammes horribles qui arrivent du soleil. Et donc, en fait, cette espèce de bouclier, c'est le champ magnétique de notre planète. Donc, on voit que là, juste pour dire, il n'est pas pareil face au soleil et derrière le soleil, parce que celui qui est face au soleil, là, ben, il se fait bombarder, là, donc il lutte comme il peut, mais ça lui donne cette forme-là, alors qu'à l'arrière, on a des formes de, voilà, du champ magnétique qui s'étend beaucoup plus loin pour la partie qui n'est pas face au soleil. Et en fait, cette protection incroyable qu'on a, donc ce champ magnétique sans lequel il n'y aurait pas de vie sur Terre, hein, quand même, c'est un phénomène physique qui naît en fait dans les entrailles de la Terre, au niveau du noyau. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe. Il faut imaginer que tout au centre de la planète, donc il y a ce noyau riche en fer dont je vous parlais tout à l'heure, et à l'intérieur, il y a des mouvements de convection, donc dans ce fer liquide. Et ces mouvements de convection, ils arrivent à générer
ce bouclier de champ magnétique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails déjà parce que je ne suis pas physicienne, moi, mais en tout cas, on a des espèces de bobines qui vont générer un champ magnétique à la surface du globe. Alors, ceux qui sont en terminale cette année, vous savez qu'avec des bobines, on peut faire des champs magnétiques. Voilà, vous Voilà, l'avez donc appris. application des Voilà. cours de terminale, on peut étudier le champ magnétique Même en terrestre. enseignement scientifique, on peut apprendre des choses. Voilà, Voilà. petite parenthèse. Et donc là, c'est des méga bobines, hein, parce que là, on parle de cellules de convection qui sont gigantesques, qui vont faire plusieurs centaines de kilomètres. Et ces cellules de convection qui sont bien organisées, comme c'est un peu enfin, dessiné là, c'est grâce à la présence notamment grâce à la présence de ce noyau interne, donc cette graine qui est solidifiée en fait, qui est au centre de la planète. Mais le problème, c'est que ce noyau interne, cette graine, on sait qu'elle n'est pas très vieille. C'est quelque chose qui a potentiellement pas beaucoup plus que 500 millions d'années. Alors, à notre échelle, c'est hyper vieux, mais pour une Terre qui a 4,5 milliards d'années, ben, c'est un petit peu avant-hier, quoi. Or, une des questions qui s'est posée dans la communauté des sciences de la Terre, c'est de savoir si, très tôt dans l'histoire de la Terre, est-ce qu'on avait déjà un champ magnétique? Parce que comme ça a une importance capitale pour la vie, ça pourrait être intéressant de savoir quand est-ce qu'on a un champ magnétique qui apparaît à la surface, par exemple. A priori, ce dont on a besoin, c'est de énormément d'énergie. Si on oublie cette petite, la graine qui est au centre de la Terre, ce qu'il faudrait, ce serait que le noyau il produise énormément d'énergie. On parle en térawatts. Alors, les térawatts, c'est une énergie qui est absolument démentielle. Et il faudrait que le noyau soit capable de produire cette énergie, peu importe, qui est vraiment titanesque. Donc, du coup, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est de savoir si on ne pouvait pas piéger quelque chose de hyper énergétique dans le noyau. Et qu'est-ce qui est hyper énergétique qu'on connaît? C'est des éléments radioactifs. C'est un peu, ça va un peu science-fiction, mais on s'est demandé si on pouvait mettre de l'uranium et du potassium, qui sont des éléments radioactifs par excellence, dans le noyau terrestre. Et comme je vous ai dit, pour connaître les compositions du noyau et du manteau, il faut remonter très tôt dans l'histoire de la Terre et faire les manips dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc du coup, on s'est remis dans ces conditions. On a fait nos petites expériences en cellules à enclume de diamant, en mettant dans nos matériaux de départ du potassium et de l'uranium, et on a mesuré quelle quantité on pouvait piéger dans le noyau lors de sa formation. Donc on a sorti nos petites lames qui ressemblent à ça, et on a pu calculer finalement la production de chaleur. Donc là, j'ai mis deux graphiques, c'est les seuls de la présentation, je vous jure, où on montre en fait la quantité, là en l'occurrence, c'est du potassium, le potassium 40, qui est l'isotope qui est radioactif du potassium, et comment sa quantité, elle évolue au cours du temps, donc depuis la formation de la Terre, c'est le temps zéro, jusqu'à nos jours quand on va vers la droite. Et ce qu'on voit, c'est que cette teneur dans le noyau terrestre, elle était relativement abondante au début. Je vous passe ce que c'est que des ppb, mais c'est vraiment pas grand-chose. Et ça diminue au cours du temps parce que c'est un élément radioactif, donc il va s'épuiser. Et donc, quand on connaît les quantités de ces éléments qui sont piégés dans le noyau, on peut calculer la chaleur qu'ils émettaient à cette époque. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et on arrive à produire plusieurs térawatts, l'unité dont je parlais tout à l'heure. Mais ce qu'il faudrait pour générer un champ magnétique, c'est quelque chose de supérieur à 15 térawatts. Or, nous, on voit que dans le cas le plus optimiste, là, ça c'est l'enveloppe des incertitudes, on arrive, si on se met tout là-haut, on arrive difficilement peut-être à 7, mais pas beaucoup plus. Du coup, grâce à cette étude, ce qu'on a pu dire, c'est que a priori, c'est pas les éléments radioactifs qui auraient pu générer un champ magnétique très tôt dans l'histoire de la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, on n'est pas capable de réfuter ça. Par contre, on a essayé de voir si cette source d'énergie, de chaleur, était un candidat potentiel pour expliquer un champ magnétique primordial très tôt. Et a priori, c'est pas eux les candidats qui font que ça marche. C'est pas eux ou Et alors c'est pas eux tout seuls? Est-ce qu'il y aurait moyen de dire ils essayent mais il y a d'autres potes qui font d'autres choses? disons que là, on a étudié le potassium et l'uranium, et en termes d'éléments radioactifs, c'est les plus efficaces et ceux qui sont les plus abondants, tout étant relatif. Mais donc, du coup, en termes de radioactivité, il n'y aura rien d'autre que ça.
Alors après, est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui peuvent faire ça? C'est un sujet d'étude à part entière. Et il y a des gens qui proposent que peut-être l'océan magmatique lui-même, en convectant, ait pu générer un champ magnétique très tôt dans l'histoire de la Terre. Mais ça, c'est des choses qui sont très, très débattues et qui sont encore vraiment des sujets d'actualité. Et il y a aussi des gens parce que tout ça, c'est des expériences de laboratoire, mais il y a des gens qui vont sur le terrain et qui arrivent à ramasser des minéraux essentiellement qui sont très, très vieux. Et certains semblent dire que dans ces minéraux extrêmement vieux, il y a la preuve d'un champ magnétique qui serait extrêmement vieux, mais même ces résultats-là sont extrêmement débattus et c'est pas des choses sur lesquelles les scientifiques s'entendent à Il n'y l'heure a pas de actuelle, quoi. consensus encore. Pas du tout de consensus, il y a même des guerres de chapelle très grandes. J'imagine bien. Ça, les scientifiques pour ça, C'est pas de clair, problème. c'est ça. Ok, Et, cool. juste pour finir Ah, vas-y, sur t'inquiète, t'as le temps, hein. l'histoire de l'accrétion de la Terre, ce dont je vous ai parlé jusque-là, là j'ai fait une frise chronologique sans âge, vous remarquerez, parce que tout ça c'est assez débattu aussi, des âges assez précis. Donc nous on a parlé de cette époque-là, de l'océan magmatique, qui est vraiment un peu le temps zéro pour notre planète, quoi. Mais quelque chose qui s'est passé très vite après, donc on parle de quelques dizaines de millions d'années après, c'est ce choc cataclysmique qui s'est produit, et ça on en est persuadé, parce qu'on en a un témoin très clair encore aujourd'hui, et c'est la Lune, en fait, puisque notre satellite naturel, la Lune, a été formée par un bombardement, une collision monstrueuse qui a eu lieu très tôt dans l'histoire de la Terre, avec une autre planète, en fait, qui se rapprochait et qui a heurté la planète, et une planète de la taille de Mars, hein, quand même, qui est rentrée en collision avec la Terre et qui a généré un disque de débris. Je vais vous montrer juste après une petite simulation numérique qui montre ça et qui a généré la Lune telle qu'on l'a aujourd'hui. Et puis, il y a aussi des gens qui ont proposé que, une fois que le calme relatif était revenu à cette époque, eh ben, il y a eu un bombardement final, un peu cataclysmique, mais beaucoup moins violent que cette formation de la Lune, qui aurait peut-être permis d'apporter des éléments chimiques comme le carbone et l'hydrogène, qui sont les briques un peu essentielles de la vie. Et donc, la Terre aurait été un petit peu ensemencée par du matériel qui venait d'on ne sait pas où et qui nous aurait apporté la vie sur la planète. Mais tout ça, c'est des La choses qui pense sont... permis. Voilà, c'est ça. C'est des C'est choses bon, qui ça. sont étudiées sous toute leur couture et qui sont, encore une fois, loin d'être consensus. C'est des sujets tout à fait d'actualité, quoi. Et juste parce que je voulais pas vous laisser croire qu'il n'y a que les expériences dans la vie, il y a aussi des modèles. Il y a des gens qui ne vont pas au laboratoire, mais qui font des modèles numériques pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans les différentes étapes de la création planétaire. Et là, je vais vous montrer un modèle qui, euh, qui essaie de voir ce qui a pu se passer pendant la formation de la Lune. Donc là, c'est la Terre qui est ici. Et là, vous avez un autre corps qui va lui arriver dessus, donc de la taille de Mars. Et vous allez voir comment comment dire, ça remue un petit peu tout ce qu'il y avait à la surface. Donc là, c'est une échelle arbitraire. C'est juste pour donner une idée que la pression du choc est relativement titanesque. Donc, on a les deux corps qui vont se rapprocher. Et vous voyez, un cataclysme, il faut imaginer que c'est la Terre, hein, ça quand même, qui va faire que, voilà, ensuite, à cause de l'attraction gravitationnelle, ces corps, ils vont pas s'éloigner l'un de l'autre, mais ils vont peut-être même se recollisionner une deuxième fois. Et on va avoir donc enfin, l'arrachage de tout un tas de petites particules, vous voyez, qui sont perdues à jamais, hein, et la formation progressive d'un disque qui va en fait rentrer en rotation autour de cette Terre, et ça va s'arrêter bientôt, il me semble. Et c'est ce disque, en fait, donc certaines parties de ce disque vont retomber sur la Terre, et puis d'autres vont encore une fois s'en aller, etc. Et le temps passe, des millions d'années passent, enfin, au moins les centaines de milliers d'années. Et en fait, on va avoir donc un refroidissement qui va avoir lieu, et donc la condensation au fur et à mesure de ces petits corps qui vont donner naissance à la Lune telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Stylé. Stylé. Voilà. J'avais pas vu le détail, je savais l'idée, mais Ouais, alors, et ça, là, c'est
un modèle parmi tant d'autres, parce que évidemment, bah, on sait, c'est bête, hein, mais selon l'angle avec lequel la planète Tout a change. collisionné la nôtre, tout change. On ne Ouais. sait pas, est-ce qu'elle l'a juste un peu frôlé, est-ce qu'elle l'a vraiment collisionné, est-ce que ça a endommagé toute la Terre, est-ce que ça a endommagé qu'une partie, enfin tout ça, c'est des choses qui sont Mais si elle a hyper juste un peu discutables. frôlé, elle est partie où cette planète du coup? Bah, c'est ça, a priori, elle n'est pas pu partir très loin. Donc, parce que voilà, c'est quand même difficile de s'échapper de la gravité terrestre. Mais donc voilà, à quel point ça a été cataclysmique, c'est encore des choses qui sont discutées. Et donc, il y a des gens qui ont, par exemple, comparé la composition de la Lune en utilisant des météorites lunaires ou alors des échantillons qui sont revenus par les missions Apollo, par exemple, et qui vont essayer de comparer ça à la Terre et de voir les similitudes, les différences pour essayer de remonter aux conditions en fait de cette collision et voilà des compositions de ces différents réservoirs quoi. Donc voilà. Et ça conclut un peu ce que je voulais vous dire sur comment on fait des planètes C'est comment on fait des planètes. au labo et de différentes manières. Stylé. Voilà. Et donc cette dame a fait des planètes. Comme vous, vous faites des crottes de nez, elle a fait des planètes. Voilà. C'est pas stylé ça? Franchement. Alors, pas de réaction là. Alors, il y en a un qui te demande, en tant que scientifique, quelle est ta position sur sommes-nous seuls, sommes-nous seuls sur Terre? Ah oui, sur Terre carrément. Bah non, il y a des animaux, hein. Sommes-nous seuls sur Terre? De quoi? Tu voulais dire seul Est-ce sur que Terre ou sur dans l'espace? Bon, sommes-nous seuls sur Terre à ton avis? Dans l'espace, alors ah, d'accord. Ouais. Sommes-nous seuls dans dans l'espace? Ouais, ça fait plus sens comme question. c'est difficile d'imaginer que nulle part ailleurs il y ait ne serait-ce qu'une petite bactérie. Alors, c'est difficile d'imaginer qu'il y ait des humains qui soient en train de faire un zoom à l'heure actuelle sur une autre planète. Ok. Putain, faire des streams! Euh, voilà, ça, bon, compliqué. Par contre, de se dire que dans l'immensité immense de l'univers, il y ait de la vie quelque part, moi, je trouve pas ça difficile d'y croire, je dirais. Mais C'est la réponse après, statistique à la question, quoi. ouais, Il y a c'est ça. tellement de systèmes solaires partout que. Enfin, solaires, d'étoiles C'est ça. partout que. Et en fait, on en découvre quasi tous les jours des nouveaux, quoi, parce que maintenant, il y a des observations quand même par des télescopes qui permettent de voir d'autres systèmes solaires qui sont plus ou moins loin. Il y en a qui sont vraiment quand même super loin. Et ce qu'on voit, c'est que il y a plein de systèmes solaires, quoi. Donc, système solaire, ça veut dire une étoile avec autour des planètes qui gravitent. Il y en a plein, mais genre plein, 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 quoi. Et donc, du coup, cette géométrie un peu comme la nôtre, c'est-à-dire avec une planète qui est pas trop loin de son étoile, pas trop proche non plus, vraiment un petit équilibre qui va bien, bah il y a quand même moyen qu'il y en ait ailleurs, d'autant plus que il y a des formes de vie, même sur Terre, hein, qui sont des formes de vie complètement extrêmes. C'est-à-dire que au fond des océans, par exemple, au niveau des dorsales, ouais, océaniques, il y a quand même des bestioles qui vivent sans oxygène, sans lumière, en consommant du soufre ou du Souffle. méthane. Enfin, c'est vraiment des trucs, c'est monstrueux, quoi. Donc, c'est pas il y a peut-être pas des chats sur d'autres planètes, mais peut-être des espèces de microbes dégueulasses qui vivent avec du méthane. Moi, je pense que c'est possible. Oui, il y a même des gens qui font l'hypothèse d'une vie au silicium. Ouais, voilà, parce que nous, c'est vrai qu'on a Faudra. une vie à base carbonée. Donc, le carbone, c'est vraiment ce qui nous compose en majorité la vie telle qu'on la connaît, quoi. Mais pourquoi pas imaginer autre chose? Un endroit où tu as des pressions qui sont différentes en surface, des compositions qui sont pas les mêmes, une composition du disque protoplanétaire, donc au moment de la formation, qui soit différente. Franchement, la seule limite, c'est notre imagination, parce que quand je crois qu'il y a même des gens qui ont découvert que un peu en profondeur dans la Terre, alors sans aller très loin, mais quand même, il y a encore une fois des choses qui vivent dans des conditions où jamais on aurait dit qu'il y avait de la vie, quoi. Et il fait pareil, il y a des pressions monstrueuses et ça va, ils se Et ça développent. va. Font leur business, là. C'est ça, c'est ça. Et ils n'ont pas besoin de nous et on n'a pas besoin d'eux, mais voilà, c'est une possibilité. Ouais. Mm. Alors, Ilyes, alors je te remets, elle est géochimiste, hein.
Donc je vais poser ta question, mais géochimiste, je suis pas sûr qu'elle y réponde vraiment, mais on peut lui poser la question. Est-ce que c'est possible l'existence de plusieurs univers, à ton avis? Ah Ah ouais, alors là, ça, c'est vrai que c'est quand même pas ma spécialité. C'est vraiment de la physique. Je sais qu'il y a des gens qui proposent, alors, conceptuellement, c'est vachement dur de s'imaginer ça, donc je sais même pas si je suis capable de le verbaliser correctement, mais ouais, qu'il y ait des univers un peu parallèles. Mais là, moi, ma connaissance s'arrête à Interstellar, quoi. Je sais pas, j'en sais pas plus que ça, quoi. Des fois, tu vas dans ta bibliothèque et tu touches au livre. C'est ça, voilà, c'est un peu mon maximum, quoi. J'avoue que là, ça, Ouais, je pense qu'on peut se et, contenter déjà de milliards de systèmes ouais, solaires qui existent. Ça, faudra demander à Doctor Strange. Ouais. ouais, c'est ça, il y a des trucs, des dimensions, déjà, nos quelques dimensions, c'est déjà compliqué. Alors, s'il y a plus que ça, peut-être, je sais pas. Ah, moi j'ai encore des questions pour toi. Du coup, je me suis dit que je t'en poserai après que tu aies fait toutes tes explications. Euh, Par exemple, t'as travaillé à l'étranger, tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous faire un petit comparatif de ce que c'est la recherche à l'étranger par rapport à ici? Ton étranger, parce qu'il y a plusieurs étrangers, mais... Ouais, ouais, ouais. Ben, donc moi, je suis partie en Allemagne pendant presque 6 ans après ma thèse pour faire ce qu'on appelle un post-doctorat. Donc, c'est un contrat court enfin, quelques années dans un laboratoire ailleurs. Donc, j'ai vécu dans 2 endroits différents en Allemagne. Euh, la différence, ben, c'est-à-dire que en thèse, on est très entouré. C'est vraiment un groupe de gens, etc. Alors qu'après, on est quand même beaucoup plus. On doit faire son chemin, on doit faire ses preuves tout seul, quoi. Mais je pense que ça, je sais pas si c'est une différence France-Allemagne ou plutôt de niveau dans ta carrière, si on peut dire. Donc ça, c'est assez différent. Après, en Allemagne, c'était assez hiérarchique. Donc, il y avait le boss du labo, ceux un peu en dessous, ceux encore en dessous, etc. Il n'y avait pas forcément de discussion, de mixité entre les différents niveaux, alors qu'en France, moi j'ai l'impression, dans les labos où moi j'ai vécu, il y avait tout le temps, les gens mangent ensemble à la cantine, c'est pas un problème, quoi. Ouais, c'est moyen chez... Peut-être, ouais, peut-être il y avait un petit peu ça quand même en Allemagne, mais après c'est difficile de faire des généralités parce que en Oui. fait, c'est tellement une question d'humain, en fait. Et voilà, si tu tombes dans un labo qui est sympa, bah, ça va être cool, et ça peut être aussi bien à Berlin qu'à Tokyo, Oui, qu'à San Diego. c'est ton expérience, Voilà. quand San Diego, par hasard, Mais, par exemple. par exemple. Mais, ouais, c'est pas les mêmes systèmes. Ouais. C'est pas les mêmes systèmes. Après, c'était bien de partir. C'était enrichissant parce que du coup, on se dit, ah ouais, il y a des trucs cool en France quand même. Et aussi inverse, oh là là, ça marche bien en Allemagne. C'est con, hein, mais tout ce qui est organisation et tout, mine de rien, ça marche assez bien en Allemagne. Un cliché. Bah, du Donc, coup, ça répond à une de mes questions. Enfin non, ça répond pas à une question, mais ça me lance sur une autre question. Un jour, vous allez vous installer à l'étranger ou pas? oh bah non. Non. Non, mais des fois, je peux te poser des questions. Non, mais parce que tu vois, ça peut être l'intérêt de l'étranger ou pas, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais, non. Après, Je te pose des questions, des fois, je connais un peu déjà les réponses, mais c'est pas que pour moi. Après, je pense qu'un truc qui est cool dans le métier qu'on fait, c'est aussi effectivement, de se dire, bon, là, on peut partir quelque temps. Quelque temps, ça veut dire quelques mois, une année, en ce qui s'appelle en sabbatique, donc c'est-à-dire partir, par exemple, dans un autre laboratoire, dans un autre pays, pour, bah, en fait, s'enrichir intellectuellement, apprendre d'autres gens, rencontrer d'autres chercheurs, parler une autre langue aussi, ça c'est cool. Donc ouais, ça fait partie des choses où peut-être ça serait une chose à faire, c'est sûr. Après, il y a la réalité de la vie qui fait qu'on n'est pas non plus si facilement nomade, quoi. Mais ouais, bon là pour le moment, nous on est rentré en France à l'été dernier et on vient juste de s'installer vraiment, donc on va pas repartir dans les prochains mois, on va dire. Mais voilà, faut jamais dire jamais, quoi. Cool, cool, cool. Attends, je reprends un peu les trucs qui sont dans le chat là. Donc il y a Yes qui te demande d'aller un docteur en géochimie. La dame, oui, oui, elle est un docteur en géochimie. C'est ça, c'est ça. Et qui dit que qu'il y a une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de l'expansion de l'espace.
T'es calé en mécanique relativiste? Pas hyper bien, Pas non. hyper Alors, bien? plus Ouais, vite c'est que de la que mécanique la... relativiste, mais c'est l'idée, c'est qu'en fait, c'est le ton référentiel qui bouge plutôt que ça, et c'est un truc un peu compliqué, mais oui, c'est pas trop de la géochimie, c'est plus de la physique, de l'astrophysique, mais oui. Euh, alors, sinon, quoi d'autre? Est-ce que tu as des conseils à donner pour des lycéens, des étudiants, des thésards, des postdocs? Est-ce que tu as des conseils à donner sur, je sais pas, la vie, sur les sciences, sur... ou pas, hein? Hmm, ben, je pense qu'il faut s'accrocher parce que c'est Ça, c'est pour toi, Tony, ça. en tout cas, moi je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'aller à la fac et d'étudier des choses comme ça qui vous semblent un peu folles et que ce soit ça, faire des planètes ou autre chose, peu importe, hein, bah, il faut vous donner cette chance et c'est pas parce que bah, le lycée c'est pas trop votre truc ou que vous êtes pas, enfin voilà, c'est pas trop votre truc que vous ne pouvez pas faire des études après. C'est vraiment pas un frein. C'est complètement possible que vous arriviez en fac et que vous disiez, waouh, mais en fait, c'est ça qu'il me faut, c'est cet univers que j'aime bien parce que ça a quand même rien à voir avec le lycée. Et, euh, et c'est un chouette endroit. Enfin, il y a quand même pas mal de monde qui se découvre à la fac et qui se dit, enfin, qui comprend ce qui l'intéresse. C'est quand même un moment super excitant dans une vie de faire des études supérieures. Faut, voilà, Et d'enfin faut, choisir ce que tu veux faire. exactement, de se dire, ah bah moi, je déteste le français, donc arriver à la fac et de plus avoir à faire des dissertes, formidable. Moi, j'étais très contente de ça, par exemple. Ça m'a jamais intéressé de faire des commentaires de texte, et donc de plus avoir ça, c'était bien. Mais chacun son truc. Alors, il y a Ferial qui commence dans les questions donc, tu as le droit de pas répondre. Elle dit, c'est quoi votre salaire? Alors, c'est une bonne question parce que, en Déjà, tu sais l'occurrence, pas? je ne sais pas trop. Mais alors, non, si, non, mais c'est une question tout à fait juste. Alors, si on fait l'historique, en thèse, donc tu es à bac+5. Tu fais une thèse qui t'amène à bac+8. Ton salaire, c'est environ 1300 euros par mois. 1500 euros par mois si tu as des cours à faire. Donc là, c'est quand tu es encore étudiant. Ensuite, moi, je suis partie en Allemagne. En Allemagne, tu es vachement bien payé. Donc, c'est-à-dire que là, à la fin de mon contrat en Allemagne, je touchais environ 3100 euros par mois. Donc, tu roules en Mercedes. Voilà, bien sûr. Bon, en Suzuki Alto, mais bref. Et surtout en vélo. Et là, donc, j'ai été recrutée au CNRS, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un poste en CDI, je suis fonctionnaire maintenant. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour l'administration française de calculer mon salaire, donc je ne peux pas vous donner de chiffres parce que je ne le connais pas, hein, très sincèrement. Mais je pense que je vais être aux alentours de 2800-2900 € net par mois, à peu près. Donc, si on se souvient de ce que j'ai dit avant, je touche moins que quand j'étais en Allemagne, par exemple. Eh oui. Voilà. Donc, Mais t'as un alors que... CDI maintenant. Mais j'ai un CDI, donc voilà. Et t'es plus obligé de Et, manger des currywursts. voilà, et d'écouter des gens jouer de la musique en culotte de peau. Mais du coup, voilà, c'est sûr que c'est pas un métier d'argent, clairement. Alors, c'est pas des petits salaires, hein, enfin, 2800, 2900 euros, c'est pas du tout ridicule. Après, voilà, il faut se souvenir que c'est 8 ans après le bac et ensuite partir à l'étranger pendant 6 ans. Enfin, je sors pas du bac, quoi, on va dire. Oui. Mais Parce que elle va pas vous dire son âge, mais elle a eu le bac il y a un certain temps maintenant. ouais, ouais, j'ai 34 ans, j'ai eu le bac en 2007. Donc voilà, je suis pas. T'es à bac J'ai plus combien maintenant, là, en termes d'années, là? beaucoup trop. 8, 6, 15? 14, 15? Ouais, sûrement. Bah oui, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Donc, ouais, euh, donc voilà, après voilà, c'est sûr que c'est pas un métier d'argent, mais c'est un métier où on a une liberté qui est assez dingue. Parce que, alors moi, là, je parle aussi bien en tant que CNRS que postdoc avant. On est quand même dans un métier où on n'a pas de chef. Il y a quand même, enfin, en tout cas, moi, mon expérience à moi, c'est qu'il n'y a jamais eu personne qui m'a dit quoi faire. De me dire, bah, lundi, t'étais pas là à 8h30. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Si tu arrives à 9h30 ou si tu n'arrives pas parce que bah, tu préfères rester chez toi pour bosser, personne ne te dira rien.
Donc ça, c'est quand Alors, même un petit confort. bémol pour les gars qui se disent ah tiens je vais faire ça pour rien foutre. Si vous foutez rien, à un moment on va vous le dire, hein. C'est-à-dire qu'il On faut va vous le dire. Et en il fait, faut gérer votre enfin, emploi du temps. Vous pouvez le gérer comme vous voulez, ouais, mais par contre faut quand même faire des trucs à un moment, hein. c'est ça. Et puis en vrai, c'est un boulot où tu bosses pour toi. Donc si tu bosses pas, ça va vite s'arrêter en fait. Parce que s'il n'y a pas de résultat et de trucs, tu peux peut-être te la couler douce pendant 3 mois, mais en vrai, ça va être pénible. Alors que, alors que voilà, mais donc une fois qu'on a passé les étapes, on va dire, franchement, c'est quand même un taf qui est, voilà, c'est prenant en plus. Enfin, c'est quand même assez chouette de se poser ce type de questions. Ça fait, enfin, c'est pas des questions inintéressantes. On n'a pas des horaires de bureau fixes. Alors, ça veut aussi dire que des fois, on bosse le week-end, que des fois, voilà. Une partie du boulot, c'est aussi d'aller en conférence à l'étranger. Donc, voilà, d'aller une semaine par-ci, par-là pour présenter ses travaux. Il faut parler très bien anglais parce que tout se fait en anglais. Il faut écrire en anglais. Tout s'écrit en anglais. Donc, voilà, c'est pas un métier classique, entre guillemets, mais je sais pas ce que ça serait un métier classique de toute manière, mais voilà, c'est un peu différent peut-être, quoi. Après, bon, nous, on parle à une superstar du CNRS, donc qui réussit tout ça, mais est-ce que c'est vrai pour tous ceux qui essayent? Il y en a beaucoup qui essayent, qui n'y Ah arrivent oui. pas, ou... Ah ouais, bah, alors c'est sûr que c'est extrêmement compétitif. Ça, c'est clair. Là, enfin, donc, le CNRS, si je prends l'exemple que je connais, c'est un concours national où donc en fait tous les gens qui ont une thèse en sciences de la Terre, c'est divisé en spécialités, mais ça n'a pas d'importance, ils peuvent candidater. Et, donc il faut faire un dossier écrit où on dit, bah voilà, le projet de recherche de ma vie, un peu, ça va s'intéresser à telle chose. Et là, on décrit ce projet, comment concrètement on veut le mener, etc. Ce qu'on a fait jusque-là aussi, qui prouve que bah ouais, ouais, on est hyper fort et donc on est vraiment super bon, tu vois. Et on présente ça à un jury, et le jury va sélectionner euh, une petite partie des dossiers qu'ils ont reçus. C'est-à-dire, là, pour donner des chiffres, on était environ 80 à soumettre un dossier écrit. On était environ 28 à passer l'oral, parce que donc il y a une phase de recrutement qui est un exposé oral, qui dure, je ne sais même plus, 15, 20 minutes, un truc comme ça, C'est le cerveau, suite ça de fait questions. oublier les choses. Ah ouais, complètement. Des choses comme ça. Et ensuite, à l'issue de cette interview, il y a 6 personnes qui ont été recrutées. Donc, on a 80 candidats au début et 6 personnes recrutées à la fin. Et ça, c'est à peu près les chiffres tous les ans. Et 80 Donc, candidats, c'est pas Joe le Charlot, quoi. C'est des non, mecs qui sont bac plus 8, minimum, oui, en oui, oui, général oui, même un peu plus. oui, oui, ouais, c'est ça. C'est des gens qui ont une thèse, ça c'est clair, et qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans 6 ans. de postdoc après leur thèse. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est clairement compétitif. Alors le deuxième corps de métier enfin, qui est pas similaire, mais c'est le corps des maîtres de conférence, donc qui est peut-être un titre qui est plus connu. Et donc maître de conférence, c'est quelqu'un qui va avoir de la recherche à faire aussi, mais qui va aussi devoir enseigner. Donc les gens qui font cours en fait à la fac, c'est des maîtres de conférence ou des professeurs. Et donc, voilà, c'est des gens qui vont devoir donner des cours à la fac. Et là aussi, c'est un concours qui est très sélectif. C'est un autre concours, mais c'est aussi extrêmement sélectif. Tiens, j'ai une autre question bizarre à te poser. Juste pour savoir comme ça, combien de gens font ce que tu fais? Des planètes comme ça là? T'as une idée? Dans le monde? Euh, Vous êtes combien à faire des planètes dans votre laboratoire? ah, alors, à faire vraiment ce que je fais dans le sens similaire, quoi, en Pas en gros. clume de diamant, mais vraiment ce que tu fais quoi. Ouais, ouais, ce que je fais vraiment, je pense pas qu'on soit à 20, Bon, on je sait dirais. tous que ils le font moins bien de toute manière, hein, mais Oui, oui, non, mais là n'est pas la question. 20 personnes dans le monde qui font ce que tu fais, en gros quoi. Ouais, je dirais un truc comme ça, sachant que les pays leaders, sans grande surprise, hein, c'est les États-Unis, évidemment, et le Japon aussi, qui est fort. Dans ces trucs-là, ça va vraiment, et l'Allemagne, hein, mais voilà, c'est toujours les mêmes. Donc voilà. Ok, ok, ok. Mm. Euh,
Alors, j'avais une autre question perso. Maintenant que tu as tout donné pour être au CNRS, est-ce que tu vas te la couler un peu douce, tu vas te reposer ou tu vas être encore Bah plus au non. taquet? Bah en fait, c'est tellement bien qu'on n'a pas du tout envie de. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais ça donne pas du tout envie de rien foutre, en fait. Ouais, pas Parce que rien en plus. foutre, mais peut-être être un peu plus cool, tu vois. Est-ce que tu es... Bah après, il y a d'autres trucs. Enfin, je pense que quand même, pour faire ce type de métier, il faut quand même avoir envie enfin, je sais pas, de relever des challenges. Ça fait un peu mot à la con, hein, mais c'est un petit peu ça quand même, de se dire, ah tiens, il y a un truc un peu inaccessible, ok, on va essayer de le faire, quoi. Et donc, du coup, bah, dès qu'il y a un truc qui se pointe, bah, c'est hyper dur. Ok, je vais essayer de le faire. Ah, c'est un peu con, hein, Attendez-moi. c'est ça. Je vais vous montrer, je vais y arriver. Et il y a ce côté-là. Et puis en plus, en fait, maintenant, ce qui est super agréable maintenant, c'est que j'ai plus cette incertitude qu'est-ce que je vais faire dans 2 ans, qu'est-ce que je vais faire dans 3 ans ou dans 6 mois, Ah bah oui. machin. Et donc, en fait, je peux me concentrer sur enfin, répondre à des questions scientifiques. Et ça, c'est quand même très chouette. Ouais. Cool, cool, cool. Et du coup, tu vas continuer à faire des planètes ou tu dévies un peu de ton truc ou... Je vais continuer à faire des planètes, ouais, ouais, carrément. Alors avec d'autres questions scientifiques, mais oui, oui, continuer à faire des planètes. Aussi travailler avec des nouvelles personnes, du coup, qui vont apporter d'autres expertises. Et donc, mais ouais, ouais, absolument, continuer à faire des planètes. Et j'avais une autre question aussi. En gros, sur ta timeline de travail, une planète, ça te prend combien de temps? Entre l'idée, je vais faire telle planète, et puis je Hmm. la fais, et puis je me trompe, j'en refais un autre exemplaire, machin truc. Combien de temps tu fais pour faire une planète et étudier la planète que tu as fait? Alors ça, c'est hyper dur d'y répondre parce que c'est jamais en ligne droite. Ouais. Mais Alors au minimum du minimum. au minimum du minimum, si j'arrivais à tout faire, mais parfaitement, je faisais que ça. On imagine, et j'ai toutes les ressources disponibles pour faire ce que je veux faire. Je pense que pour faire un point de données expérimentales, parce qu'en général, on ne fait pas une expérience, mais on Oui, en fait tu fais plusieurs. plein de trucs que tu Donc changes pour un en petit faire peu. un seul, voilà, on va dire, c'est difficile de faire moins que 3 semaines, quoi. Si vraiment je fais que ça, quoi. Je pense. Entre le moment de la synthèse des matériaux de départ que tu veux étudier, enfin déjà réfléchir au truc, faire tes chimies de départ, ensuite les cellules en plume de diamant, c'est pas des trucs Ikea, hein, donc du coup faut les monter, il faut les aligner parfaitement, voilà, faut les indenter, il faut préparer le joint, enfin il y a tout un tas de trucs à faire, On faut parle pas de charger la drogue, hein. cellule. On parle pas de Non, c'est drogue. pas des drogues, hein. C'est pas des drogues, c'est vrai. Et faut faire les expériences de laser. Enfin bref, après, il faut les chercher avec le FIB, là, l'instrument qui permet d'aller chercher les petits échantillons. Ensuite, il faut les analyser. Imagine, il faut aller au synchrotron qui est à Grenoble. Ben, ça, tu n'y vas pas tous les 4 matins, hein. Une journée de manip à Grenoble, ça coûte 10 000 euros. Donc, Et il puis il va faut le pas juste faire un réserver truc. Il faut le méga à réserver d'un an à l'avance. l'avance. Voilà, donc tout prend énormément de temps. Ouais, c'est pas du tout, pas des coups de tête. Il n'y a rien qui est un coup de tête. C'est pas possible. Putain, ce matin au petit déjeuner, j'ai Eureka, je vais faire une C'est planète comme ça. ça, boum. Ouais, Et au voilà, dîner, c'est bon, c'est fait quoi. c'est ça, j'ai Genre, une fulgurance, je vais hop, paf. Non, ça n'arrive pas. C'est pas possible, c'est impossible. ok, ok. Écoute, t'as envie de répondre à d'autres questions ou pas? Ouais, ouais, bien sûr. Ok, parce que là j'ai une grosse question. Euh, Allez, je me lance, j'ai une grosse question. À ton avis, alors la question c'est quoi, à ton avis, je voudrais que tu me parles de la place de la femme dans la recherche. Et alors je l'ai dit maintenant, et alors quand je l'ai réfléchi ma question, je me suis dit, bon, déjà c'est mal formulé parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on met une petite place pour la femme et puis voilà. Mais du coup j'ai gardé cette formulation-là en me disant, comme ça au moins je montrerai que voilà, rien que dans la formulation il y a un problème. Hmm. Et en 3 mots après, je disais avant, maintenant, après, pour l'interrogation. Ça T'es progresse, t'es pas je obligé. pense. Après, tu en dis ce que t'en veux. Hein, c'est voilà, je te pose la question, Ouais, mais bah, c'est une question qui est valide parce que c'est vrai qu'il y a quand même globalement moins de femmes représentées dans les sciences en général. Alors en sciences de la Terre, on est peut-être un peu mieux lotis qu'en physique fondamentale, j'imagine, donc en mathématiques par exemple. Mais
Donc ça va mieux parce qu'il y a de plus en plus de thésardes. Après, est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes recrutées? Je pense que maintenant, il y a un effort qui est fait. Par exemple, dans un concours comme celui que j'ai passé, où il y a 6 places, ils vont te faire moitié homme, moitié femme. Ça, c'est important. Et donc ça fait partie des... Maintenant, il y a une parité qui s'est installée. Alors, pour rattraper le retard, il faudrait qu'il y ait que des femmes pendant 50 ans, je pense, hein, parce que clairement, on n'y est pas. Il n'y a pas beaucoup de vieilles scientifiques, si je peux dire comme ça. Enfin, voilà, des très vieilles du CNRS. Il y a beaucoup plus de très vieux au CNRS que de très vieilles au CNRS, largement. Euh, et, euh, et après, c'est vrai que il y a aussi le fait qu'une fois qu'on est rentré, on va dire, dans le système, il y a beaucoup plus de femmes qui restent dans un échelon relativement bas et qui vont jamais à passer à l'échelon supérieur parce que je ne sais pas pourquoi elles ne le font pas, alors que les hommes vont le faire. Et donc il y a quand même il y a clairement encore du boulot pour rétablir la chose. Et puis après, bon, moi, j'ai jamais été tellement confrontée à des problèmes de sexisme ou de trucs comme ça. Voilà, j'ai pas l'impression qu'on est dans un milieu comme ça, mais je pense que ça a été le cas un certain temps avant. Euh, mais bon, c'est pas des choses qui m'ont semblé être problématiques à Ouais, mon bien échelle. sûr. Encore une fois, Enfin, c'est ton expérience personnelle. On parle pas de c'est ça, généralité. bien sûr. Ouais, ouais, Tout à bien fait. sûr. J'interviewe Mm. pas une personne qui a fait des statistiques sur la question. J'interviewe Pas du tout. quelqu'un qui vit un quotidien, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et du coup, enfin, du coup, j'ai essentiellement, enfin, j'ai travaillé avec plein d'hommes. Mes directeurs de thèse, c'était des hommes, et tous mes directeurs de postdoc étaient des hommes aussi, qui n'a jamais eu le moindre problème. Enfin, voilà, ça n'a jamais été l'objet d'un problème, quoi, c'est sûr. Ce qui est rassurant, hein, c'est fou qu'on ait Oui, besoin de tant le mieux, dire, mais ouais, ouais. tant mieux, tant Mais, mieux, tant mieux. mais voilà. Donc je pense que ça va dans le bon sens, dans le sens où il y a de plus en plus de femmes qui se lancent, etc. Après, on avait quand même eu cette discussion complètement dingue à notre entrée en thèse en première année où on nous avait clairement dit, donc on rentre en thèse vers 23 ans, un truc comme ça. On nous avait clairement dit, bon, les Oui. femmes là, qui commençaient votre thèse, croyez pas que c'est le moment d'avoir un bébé, hein. Eh, ma D'accord. femme en a parlé. Bon, On avait parlé récemment en plus. c'est ça. Ça c'est quand même le genre de phrase Dites par une dites par femme? une femme en Eh plus, ouais, hein, ça c'est. évidemment. Je suis pas sûr Donc qu'un ça, homme c'est aurait dingue. osé, tu vois. Peut-être pas, peut-être pas. Non, mais voilà, de temps en temps, il y a des trucs comme ça où on dit, mais oh, enfin, elle vient vraiment de dire ça, c'est pas possible. Enfin, ouais. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont dingues. Et bizarrement, elle l'a pas, enfin, elle s'est adressée aux femmes et pas aux hommes qui étaient dans l'amphi. Et non. Bizarre, Ah hein. oui, mais Ouais. bon, Donc le, la gestation, c'est que la femme. Et puis le- celle c'est- qui va, enfin, je sais c'est- pas, c'est vraiment des ah trucs où on ben se dit, écoute, il n'y a pas que les hommes qui sont sexistes, hein. c'est très rassurant, C'est hein, ouais. pas, voilà, c'est pas l'apanage, hein. J'en ai Ouais. d'autres, je pourrais t'en raconter aussi, mais Ah ouais. c'est pas moi qui suis J'en ai plein interviewé, d'autres, hein. donc donc Non, non, voilà. mais Hein. c'est Le sûr que jour où tu voilà, feras il y a une des, chaîne Twitch et que tu m'intervieweras, je te répondrai à tes questions. mais c'est sûr, enfin voilà, on n'est pas du tout dans un monde parfait. Ça, c'est loin de moi cette idée, hein, mais voilà. Mais ça s'améliore. Alors, attention, parce que ce que tu dis, moi j'ai cru comprendre que avec le nouveau bac, c'était moins vrai maintenant. Moins Ah ouais, de, moins de femmes, enfin de femmes. Bon, au lycée, je sais pas si on parle de femmes, mais de gens de féminines qui prennent des options sciences. ah ouais, Donc du coup, ça va peut-être bon, à voir après, parce que mais il y en a beaucoup moins qui font des sciences qu'avant, quand il y avait S, EL, ah ouais, L et ES. Donc, parce ouais, que ouais. toi, ce que tu vois, c'est des gens qui ont passé le bac déjà à un petit moment. Donc Ah bah cet oui. effet-là, tu le ressentiras peut-être beaucoup plus tard. Mais, du coup, bon, c'est jamais inscrit dans le marbre, hein. C'est parce que ça améliore un moment que peut-être ça va toujours s'améliorer. Donc c'est vrai que Ouais, faire non, mais gaffe à ça. vigilance constance, hein, ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas du tout gagné. Moi, j'avoue, je suis pas du tout au courant de ce qui se passe dans les lycées, hein, mais ouais, ouais, c'est pas une bonne nouvelle en tout cas. C'est clair. Mm. Ouais, ben oui. Ben, après, c'est pas, j'ai lu ça dans un journal, hein, c'est pas, j'ai pas Mm. fait de statistiques non plus personnellement, voilà quoi. Ok. Qu'est-ce que tu racontes, Ilyes, dans le chat? Il faut faire des sacrifices.
On a vraiment besoin de vous, vous n'avez pas patienter. Il dit, t'as pas le temps de faire des gosses, faut que tu fasses avancer la science là. Voilà. Ah, Alors, c'est con, hein. Si elle veut faire des gosses, ça fait des gosses. Mais t'inquiète pas, Elias, hein, tu pourras sacrifier tes enfants, le fait de faire des enfants pour faire de la science, y a pas de problème, on t'en voudra pas. On ne t'en voudra pas, y a pas de problème. alors, c'est possible de concilier les deux, hein, Tu vois, voilà, ça arrive à des gens bien. ça Ça arrive. arrive à des gens Moi, bien de moi, j'ai une concilier les deux. petite fille, tout va bien, Voilà, donc voilà, petite fille très mignonne. c'est possible de faire les deux. Alors après, chacun prend le temps qu'il faut, qu'il veut, etc. Mais bon, Bon, on peut faire les après, deux. c'est pas elle qui s'en occupe. Ça, c'est Ah ouais, moi, je clairement, l'ai c'est pas vue son depuis mec, six hein. mois, mais non, non, Aïe, aïe, aïe. c'est possible. Bon, les petits gars, je crois que c'est le moment de dire merci. Vous dites merci tous? Voilà. Merci à vous. Parce que c'était stylé. Moi, Alors, il y avait quand même certains trucs que je connaissais déjà. Parce que je suis prof de physique, quand même, je connais certains trucs. Mais d'autres trucs que je connaissais pas. Et je pense que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Donc là, attendez, mais parce qu'elle voit pas le chat. Mais, si Si je tu fais veux, un je petit peux partage d'écran, départager. hop, vas-y, départage ton écran, je vais te partager le mien. Voilà. Hop, hop, tac, tac, écran numéro 2. Alors vous le voyez pas là? Vous voyez juste mon écran. Mais elle voit tout ce que vous dites là, elle peut vous répondre directement. Voilà, tu les vois. C'est trop petit? Ah oui, non, non, je vois. C'est là. Donc tu vois que bon, des Eh fois dans ben notre oui, oui, chat oui. Twitch, il y a des gens qui racontent n'importe quoi, ou qui font des blagues, ou qui voilà. C'est Mais bien, c'est sinon, bien. euh, mais sinon voilà. Donc Bon, du bah, coup, cool. c'est tout pour ce soir. Ah si, non, attends, parce qu'en fait, au départ, j'avais prévu de faire des trucs un peu à côté et tout, mais j'ai pas eu tout le temps parce que, tu vois, j'aime bien préparer quelques petits fun facts scientifiques ou quoi. Bon, je t'ai raconté pourquoi j'ai pas vraiment eu le temps aujourd'hui. Mhm. Petite surprise, mais quand même, j'essaie de faire le petit, hop, voilà, le petit, ah, je vais y arriver à le sortir ce mot. Un petit rituel de fin de stream là, ça y est, j'ai fait ça la dernière fois déjà. Alors, petite devinette, et comme t'es notre invité, bah du coup tu vas essayer de deviner. Tu sais, je t'avais dit, Stéphane, qui fait du MEB aussi, là. La Mhm. vidéo qu'on a vue, Ouais. qui nous a passé, c'est en MEB, c'est microscopie, électronique, balayage. Bon, c'est en anglais, je crois, c'est dans l'autre Ouais. sens. Et, euh, et donc, la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez ceux qui étaient là, mais on avait fait une petite photo comme ça, là. Et donc, du coup, essaye de deviner qu'est-ce que ça peut être ici. Sauf si tu les connais déjà. Tu me dis si tu les as déjà vus. Moi? Ouais. Ah merde. Ah ouais. Ouais, vas-y, essaye de deviner. Et puis le chat aussi, bien sûr, le chat aussi. Attends, je te Ah, je partage prends. l'écran, mais là tu le vois en tout petit, je te mets comme ça si tu veux. Voilà, là, tu le vois mieux. Ah mais du coup Ah tout le monde oui. voit pas. Ah mais non, mais tu peux pas, en fait tu peux pas jouer. Attends, parce que c'était affiché. Tu le vois, ouais, tu le vois quand même en assez grand. Attends, je peux te Ouais, l'agrandir un ouais. peu. J'ai Alors, une dans le chat, proposition, mais je essayez me de demande si deviner. c'est pas que je m'en souviens. Ouais. Tu crois que tu t'en souviens alors? Ah, je crois. Je suis pas hyper sûre, mais je Bah, crois. vas-y, balance, essaye. Dis-nous, c'est quoi? C'est pas du tartre ou un truc comme ça? C'est pas du tartre. Ah C'est non. pas du tartre. De la calcite, quelque chose, un Alors, truc dans le genre, non? il y a un truc où effectivement comment ça s'appelle? C'est des structures cristallines. Ça, c'est du sel. NaCl. D'accord. C'est toi au micro. Feriel, elle pense que c'est elle au microscope. Nickel. Des mini vers de terre. Alors, ouais, presque, mais qu'est-ce qui peut faire un peu des mini vers de terre? Des bactéries, des trucs comme ça? Boum, des bactéries, tu l'as. Regardez, Ah hop. ouais. Oh, Bactéries. C'est écrit là. C'est pour ça que je l'ai mis là pour le cacher, hein. Je suis pas bête, hein. ah ouais. Ça, c'est des bactéries en fait. Les mini vers de terre, c'est des bactéries. Alors, je sais pas quelle bactérie c'est. C'est pas moi qui l'ai fait. Jessica Ferrer, tu vois, il a dit pareil que toi, du calcaire. Ah ouais. Faut voir que dans le chat, des fois, ils ont un peu de retard parce que, bon, des fois, ça peut bugger un peu ou quoi. Mm. Et donc, il a pas triché. Hop, attendez. Je remets le suivant là. Hop, le suivant. Hop, 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 tu regardes pas. Hop, ah mince. Ça l'a mis là. Hop, hop, tu triches pas, tu triches pas. Voilà. Ah mince. J'ai perdu mon chat. C'est bon. Alors, ça, c'est quoi? Alors, ça, si vous trouvez, c'est très très fort. Des bactéries. Et non, c'est pas des bactéries, je peux pas vous mettre deux fois des bactéries. Un Tony, œil de quelque chose. Tony. C'est un œil de quelque chose. Alors, ce serait un œil Non? de quoi? Je sais pas bah non, pas de mouche, je sais pas de Je peux, papillon, genre. je peux peut-être vous mettre ça là. Hop, hop. 20 micromètres, vous avez l'échelle là. Ça, c'est le truc des plantes. Un œil de tardigrade. Ah, un œil de tardigrade, intéressant.
Ok, ben je vais vous le dire, hein. C'est pas du tout un œil. C'est ça qui est très drôle, je trouve. C'est pas du tout un Ah, œil. merde. C'est l'abdomen de fourmi. Oh, C'est trop drôle. purée. Ah ouais. C'est trop Comme drôle. quoi, hein, Mais quand on voit c'est les beau. trucs petits, hein, Ah, ça... ça ressemble pas du tout à ce à quoi on croyait. La dernière fois, Non. je leur ai passé les ailes de papillon, c'est des petites écailles et tout, c'est assez stylé. Ah ouais. T'as pas vu parce qu'en fait, à l'IPGP, il y avait le calendrier là, tu sais. Oui, oui, bah, en plus je l'ai, Voilà. hein, mais je me souviens jamais, il y en a Ah tellement. bah oui, non, non, bah non, moi non plus, tu me dirais, mais je trouve ça trop stylé. C'est pour ça, Ouais, du coup, c'est vrai. je lui avais dit, Eh, je pourrais m'en servir sur mon stream, vas-y. Ah bah oui, il doit être content. Donc voilà. Donc ceux qui l'ont pas vu la dernière fois, hop, je peux vous le remettre là, hop. Vous pouvez aller voir sur son Insta. Ça, c'est quelqu'un qui travaille, technicien CNRS, hop, spécialiste de microscopie, et il a un Instagram où il monte des trucs comme ça. Et c'est assez Ah, stylé. il fait des photos, enfin C'est trop des stylé. images vraiment Parce qu'en incroyables. fait, ça, faut voir aussi que ça, c'est du noir et blanc normalement, à la base. C'est lui qui rajoute la couleur. Mm. En fait, Ouais. la couleur n'existe pas à cet endroit-là. Microscopie à balai électronique, c'est on envoie des électrons et on voit combien de temps ils mettent, enfin, en gros, à quelle distance était le truc. Et donc, il n'y a pas du tout de couleur. Donc, c'est lui qui fait. Donc, c'est vraiment un artiste, le mec, hein. C'est vraiment un artiste. Ouais. C'est trop stylé. Bon, bah écoute, alors, comment ça a été cette interview? Bah bien, j'espère que Bien? ça vous a plu, que vous avez Oui, je appris des pense que ça leur a trucs. plu. Donc J'espère que ça aura c'est plu, essentiel. en tout cas. Bah ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'était stylé. C'était cool. Alors, Ilias, il a une devinette pour nous. Ok. Vas-y, balance. Et le temps que tu écrives ta devinette, alors je vous préviens tout de suite, le stream là, je vais l'arrêter. Et après, je vais le relancer. Parce qu'en fait, je tente un nouveau truc pour voir si je peux capter un peu plus d'audimat. Ou en fait, je vais le remettre en continu en rediffusion. Donc ça sert à rien de le re-regarder, vous l'avez vu en direct. Ok. Comme ça, hop, s'il y en a qui voient ça, ils peuvent se dire, ah tiens, c'est intéressant, bah la prochaine fois, j'irai le voir en direct. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir 10 viewers, mais c'est mieux d'en avoir un peu plus. Voilà. Tant qu'à faire. Voilà, parce que vous avez profité des savoirs de la science de Madame Blanchard. Docteur, pardon, c'est vrai qu'il faut dire docteur, voilà, docteur Blanchard. Mais il y a d'autres gens qui savent pas et qui voudraient y avoir accès à ce savoir-là. Alors Elias, cette devinette, elle est un peu longue à taper ou quoi? Alors Feriel qui dit que t'es belle, voilà. Alors fais gaffe, parce que il y a son compagnon à côté qui va me demander ton adresse. Et je te rappelle que, ayant été ton prof. Non, je crois que j'ai plus accès à vos adresses, mais moi aussi je suis beau, c'est gentil. Moi aussi je suis belle. Déterminer le barycentre d'une demi-sphère. Et Elias, j'ai une réponse pour toi. Tu vas sur Google, tu fais barycentre d'une demi-sphère, et je suis à peu près sûr que tu vas le trouver. Et en plus, ça c'est des maths, hein, c'est pas de la physique, hein. Donc, mais je pense que tu dois pouvoir trouver. Si tu veux, je te trouve le barycentre d'une sphère, et après tu la coupes en deux et tu te débrouilles. Euh, C'est un calcul qui t'a scotché. Oui, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Tu fais avec le cosinus, truc comme ça. C'est un truc que j'ai su faire, hein. C'est une question d'intégrale. Ça se fait, hein. Mais là, je vais pas faire ça en direct sur le live. Voilà, tout ça. Tout ça, tout ça. Non, non. En tout cas, ben, on te remercie bien. Ben, bonne soirée à tout le monde, bonne nuit. Rêvez bien de planètes et tout ça. Ça fait change les De idées, c'est pas mal. toutes petites planètes. Elles font quelle taille, tes petites planètes comme ça, là? Quelques dizaines de microns. Quelques C'est pas dizaines de gros. microns. Ça veut dire un C'est pas gros. dixième de cheveux, en gros, quoi. Ouais, c'est tout petit. Ça dépend de la taille de votre cheveu, quoi. Ceux qui ont encore des cheveux. C'est Ouais, ça. ça. Still live, écoutez, je suis en train de négocier là avec un autre ami pour faire le prochain. Donc à voir. Bon, bien sûr, il n'égalera pas l'excellente Madame Docteur Ingrid Blanchard. Mais j'essaie de trouver des gens de qualité, puisque bon, sinon, ce sera pas aussi bien. Si c'était moi qui le faisais, ce serait pas. Voilà. C'est pour ça. Mais voilà, voilà. On va la libérer les 10h30. Elle fait ça gratuitement, hein, je vous rappelle. Hein, elle n'est pas payée. Bon, moi non plus, tu me diras, je suis pas payé. Bon, c'est moi. Alors, Ouais, voilà. Vous êtes payé, vous, dans le chat, là? Est-ce que si vous êtes payé, vous pourriez nous payer un peu? Feriel, je t'interviewerai, il n'y a pas de problème. Quand tu seras en thèse, là, mi-thèse, je pense, tu auras commencé à des trucs intéressants. Et je t'interviewerai, il n'y a pas de problème. bon, bah, bonne soirée Ok. à tout le monde. Alors, Bonne soirée, écoute, Ilias qui veut que je fasse ses cours de maths. Je suis ah, prof de mais physique-chimie. Ilias, je suis prof de physique-chimie.
D'ici 5 ans. 5 ans pour une thèse, pour être au milieu de la thèse. Bon, va falloir que tu speeds un peu la Faël. Mais ouais, ok, ça roule. Allez, je te libère, Ingrid. Merci beaucoup, beaucoup. Salut, Merci à tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Et à ciao. Salut, salut. bonsoir. Hop.